C'est parti? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire exceptionnel dédié à l'intelligence artificielle qui révolutionne nos métiers et toute l'économie. Enfin, donc, c'est très important de comprendre, de s'acculturer à ces nouvelles technologies et pouvoir les utiliser à bon escient. Donc, pour cela, on a sollicité trois experts. Benoît Dudragne qui anime des formations pour Atout France dédiées à l'intelligence artificielle pour l'équipe formation. Également Benoît Mirambeau qui a lancé une application Patrimoine Tour. Tout sera détaillé plus tard. Et puis une intelligence artificielle, une influenceuse générée par Sébastien. Je n'en dis pas plus, mais je dis quand même que elle a été finaliste au Miss Monde des influenceuses artificielles. Tout un programme qui n'a pas fini de nous surprendre pour mieux appréhender tous les enjeux de l'intelligence artificielle, que ce soit l'intelligence artificielle générative, prédictive, les chatbots. Et chez Atout France, nous avons un chatbot, hein, Marianne, qui a été développé par l'équipe marketing et la société Génial, Lionel Bertounèche et Erwan Simon qui génère aussi des services d'assistance et de la suggestion de parcours personnalisés selon les cibles. On utilise aussi l'intelligence artificielle chez Atout France dans nos modules de e-learning qui s'adaptent en temps réel aux façons d'apprendre et aux préférences d'apprentissage des inscrits au programme de formation e-learning d'Atout France. Voilà, je voulais aussi vous présenter une nouvelle personne au sein de l'équipe innovation. On est très très heureux d'accueillir Marianne Geneste, qui nous a rejoint la semaine dernière en tant que chef de projet innovation. Donc Marianne, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Voilà, donc comme l'a dit Frédéric, je viens juste de rejoindre les équipes innovation d'Atout France. Et donc, je prendrai la suite sur les webinaires et les relations start-up et d'autres sujets d'innovation. Et avant ça, j'étais chez JC Deco, donc à la direction innovation et nouveaux usages. Donc, tout un tas de sujets essentiellement en lien avec l'espace public et donc les innovations sur la partie expérimentation urbaine. Merci Marianne, on est très heureux de t'accueillir. Bienvenue dans l'équipe. C'est un grand bonheur pour nous de t'avoir. Je vais maintenant passer la parole à Séverine Camblon-Lefebvre, qui est donc sous-directrice pour les pôles, qui va faire un petit propos introductif avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos intervenants. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Donc bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous compter si nombreux aujourd'hui. On voit bien que l'engouement que suscite le sujet de l'intelligence artificielle, l'IA, c'est une notion qui intéresse, qui interpelle. Et aujourd'hui, plus que jamais, comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'elle va faire, ce qu'elle fera sûrement, ce qu'elle ne fera certainement aussi jamais, c'est un moyen ingénieux d'en comprendre et d'anticiper, même partiellement, tout le champ des possibles. Et donc de s'y préparer en tirant tous les avantages et tout en écartant les possibles menaces. Donc un dénominateur commun, c'est le mot transformation. Le secteur du tourisme est et va être de plus en plus impacté par l'IA, que ce soit en B2C, dans le cadre du parcours client, ou en B2B, pour accompagner les opérateurs touristiques, pour vous accompagner. On parle de personnalisation de voyage, de reconnaissance vocale et faciale dans les lieux touristiques, de gestion intelligente des bagages, d'agents conversationnels pour répondre aux questions des clients et les informer, mais aussi de traitement et analyse de données, de prévision de la demande, voilà, pour ne citer que quelques champs d'action de l'IA. Alors, ce webinaire tente de démontrer à travers quelques exemples très concrets comment l'IA peut vous accompagner et être un allié précieux sans remplacer l'humain. Ça, c'est important de bien l'avoir en tête. Voilà, ce ne sera pas l'IA ou moi, mais ce sera l'IA et moi, l'IA avec moi. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Benoît Dudragne, qui est expert en e-tourisme et en intelligence artificielle, qui va vous donner de plus amples informations au sujet de l'IA. Je crois que Louisa avait prévu de dire un petit mot Ah oui, pardon, Louisa, avant tout à Benoît. fait. Excuse-moi. Pardon. Bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue sur ce webinaire. Donc on est vraiment ravis de vous accueillir. C'est vrai que donc je me présente, je suis Louisa Maronne, responsable du pôle tourisme urbain et du pôle culture. Et c'est vrai que les membres des différents pôles, donc urbain et culture, avaient émis des intérêts justement pour la question de l'intelligence artificielle. Donc on est ravis d'y répondre aujourd'hui en vous proposant plusieurs solutions innovantes et témoignages d'experts. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Benoît Dudragne
qui est donc consultant en e-tourisme et intelligence artificielle et qui travaille donc notamment dans le cabinet donc ID Réseau, dont certains d'entre vous connaissent. Merci, Mais Elsa. merci en tout cas. Oui, merci. Oui, je suis consultant en fait en e-tourisme. Ça fait un moment que je travaille sur l'intelligence artificielle. J'avais fait un premier travail à une époque avec IBM. On avait essayé de mettre en place de l'intelligence artificielle à Serre-Chevalier. On n'y était pas vraiment arrivé, mais à l'époque, on n'avait pas ChatGPT qui était encore là. Il y avait d'autres difficultés, mais j'y reviendrai parce que c'est peut-être intéressant pourquoi on n'y était pas arrivé. Ça permettra de comprendre certaines choses. J'interviens aussi, vous l'avez dit, on a un programme assez riche qui va arriver en plus pour 2020, fin 2024 et 2025 sur l'intelligence artificielle avec Atout France. Donc je vous inviterai après à regarder notre programme qui est intéressant. Ça va vraiment de l'initiation au perfectionnement, de la rédaction, le visuel, toute l'approche du champ un peu de l'intelligence artificielle. On va enchaîner, si vous voulez, sur la première approche, c'est de juste prendre, moi j'ai pris juste 2 chiffres. Le premier, c'est juste de dire qu'on a 5% des emplois à peu près qui seraient directement remplaçables par l'intelligence artificielle en France. Ça, c'est la commission intelligence artificielle, c'est l'État qui l'a mis en place. Ça veut juste dire que l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle va pas remplacer tous les postes et tout ça. Souvent, quand on intervient en conférence ou en formation, les gens, ils ont peur. Moi, j'ai juste envie de rassurer, quoi. On n'est pas encore à ce niveau-là. Il y a beaucoup de fantasmes là-dedans. Donc, pas trop de crainte à ce niveau-là. Et un autre chiffre qui me paraît clé, moi, c'est une étude qui a été faite par Harvard avec Boston Consulting Group, où en fait ils ont pris 800 consultants, ils ont fait 2 groupes et ils ont mis un groupe avec des exercices à faire intellectuels et ils ont doté un groupe avec ChatGPT. Et en fait, ils ont remarqué à la fin que ceux qui avaient ChatGPT, 12% de tâches en plus terminées, 25% plus rapidement et surtout 40% de travail de meilleure qualité. Donc ça veut dire que, et encore c'était pas la dernière version de ChatGPT, il y en avait peut-être pas à côté de ça, mais ça veut dire que l'impact de l'intelligence artificielle, c'est vraiment très important pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour faire un meilleur travail. Je pense qu'il faut vraiment bien intégrer ça. Alors quand on parle, on va enchaîner. Voilà, il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle, elle arrive dans notre paysage, dans notre écosystème, et ça va pas s'arrêter là. On est au départage, on est dans les premières vagues. Je dirais, je dis, ça avance un peu doucement, le temps que ça s'assimile un petit peu, mais ça va être exponentiel. C'est-à-dire, plus on va avoir de l'intelligence artificielle dans nos applications métiers, mais aussi avec l'usage tout simplement de l'intelligence des IA génératives que je vais vous passer un petit peu en revue juste après. Ben, on va voir qu'en fait, ça va rentrer dans notre quotidien et là, on va vraiment monter de manière exponentielle en termes d'usage, en termes de qualité. Et si on se projette à 3, 5, 10 ans, alors là, des fois, on ne sait même plus ce que ça va être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va changer le paysage. Hein, et c'est important de bien comprendre cette approche-là. Alors, au niveau des intelligences, si on peut enchaîner, voilà, il y a premier focus sur l'IA générative, ce qu'on a beaucoup entendu parler avec ChatGPT, hein, ça a été vraiment la première communication. Il y a 2 approches en fait dans l'IA générative, c'est les textes, c'est-à-dire comment une IA avec les LLM qui sont des langages de l'IA, comment en fait on peut modifier des textes pour aller très loin à ce niveau-là. Et c'est le traitement aussi de l'autre côté avec les images où on connaît beaucoup Midjourney, DALL-E, qui est en fait l'outil de ChatGPT sur le traitement de l'image. Donc 2 sphères aujourd'hui importantes qui sont en train de transformer, sachant que dans les images en même temps, on est en train d'aller jusqu'à la vidéo, hein, parce que là, quand on voit la progression dans la dernière année sur la qualité des images et l'évolution des solutions, la vidéo commence et il y a vraiment des exemples qui sont assez bluffants. Donc on se demande dans 2-3 ans ce que ça va être. Alors moi, je vous ai juste, voilà, sur la suivante, mis un petit peu un paysage, parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT, en fait. Il y a beaucoup d'intelligence, il y en a encore qui arrivent régulièrement. Au début, on avait démarré les formations avec, rédiger avec ChatGPT. Aujourd'hui, on peut plus faire ça. C'est rédiger avec l'IA, par exemple, ce genre de choses. Là, je vous ai mis juste une sélection. Il y a encore plein à côté. Avec Claude, alors bien sûr, c'est tous les gros américains, Amazon, Gemini, c'est Google, Mistral, c'est le petit français quand même, qui est intéressant parce que nos données sont stockées en France. Après, on a Perplexity, Croc, ça c'est Elon Musk, Hugging Chat, qui sont des outils plus d'agrégation de l'IA.
Et puis après, on a ChatGPT et Copilot, qui est en fait l'outil de ChatGPT de Microsoft. Donc juste pour vous dire que vous voyez, enfin quand on peut travailler, on peut ouvrir une fenêtre, ouvrir toutes ces intelligences artificielles, et selon l'usage en fait que vous avez à faire, vous allez choisir l'intelligence qui vous convient. Alors justement, si on enchaîne, ce qui est intéressant, c'est de voir quel usage pour quelle IA générative. Et donc c'est pas toujours une seule IA comme ça. C'est que si vous êtes dans une logique d'essayer de récupérer de la donnée sur le web pour essayer, ce que la plupart du temps, quand vous commencez à tester l'IA, vous allez poser une question à l'IA comme vous le poseriez sur un moteur de recherche, tout ça. Mais ils sont pas tous pareils là-dessus. Il y en a qui sont bien connectés, il y en a qui le sont moins. Donc en fait, Gemini, Perplexity, Copilot, par exemple, sont vraiment connectés au web. Alors maintenant, avec ChatGPT 4o qui vient de sortir il y a 3 semaines à peu près, la connexion est meilleure. Et là, excusez-moi, là, vous allez pouvoir récupérer vraiment de l'information il y a déjà la base de connaissances de ces intelligences artificielles où il y a eu un long apprentissage, mais elles sont capables d'aller capter de la donnée sur le web. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour les récupérer et pour peut-être les travailler dans un deuxième temps. Et là, c'est un autre usage. Mais j'ai un petit chat, excusez-moi, dans le back-office professionnel, c'est-à-dire que si vous voulez faire de la synthèse, de la rédaction, de l'ingénierie, de l'analyse, tout ce genre de choses-là, donc vous n'êtes pas dans la quête d'une donnée, mais plutôt de la transformation. Alors là, on va retrouver ChatGPT, Mistral, Grok, toutes les autres. Donc c'est savoir aussi, des fois, je vais utiliser les premières, sachant que les premières que je vous ai montrées savent aussi faire du back-office, de la synthèse, de l'ingénierie. Voilà. Et en plus, elles évoluent rapidement, donc des fois... c'est intéressant de voir que on peut rester dans une. Et ce qu'on peut aussi constater, c'est que des fois, sur un même cas, elles sont bonnes pour un cas et pas bonnes pour un autre. Donc, en fait, c'est jamais uniforme. Enfin, en tout cas, on le voit à l'usage. Voilà, donc bien comprendre que il y a plusieurs. Et ceux qui n'ont jamais testé Perplexity, je les invite à bien réfléchir, à les regarder parce que c'est quand même un outil assez extraordinaire, mais j'y reviendrai juste après. Pareil, si on prend le paysage des IA d'images, il y en a plein. Alors, Photoroom, Firefly d'Adobe, ClipDrop, Canva, j'en ai pris quelques-unes. C'est pareil, il y en a plein d'autres. Leonardo, et celle qui est la plus connue, c'est Midjourney, qui est capable de vous faire en fait des photos ou avec des visages, ainsi de suite, où vous ne reconnaissez pas du tout si c'est l'IA. Si on vous le dit pas, vous savez pas que c'est l'IA qui a fait l'image. Donc là aussi, ça peut faire peur à certains moments, mais c'était assez impressionnant à ce niveau-là. J'en ai rajouté une dernière pour la slide d'après, parce que c'est intéressant. Il y en a une qui est sortie il y a pas longtemps, c'est WebSim. Et je l'ai mis parce qu'en fait, ça me semble assez intéressant de comprendre comment ça va évoluer. C'est-à-dire que WebSim, il vous permet de faire du site web avec une logique conversationnelle. Donc en fait, il utilise les IA existantes, mais il a mis une interface où vous pouvez dire, fais-moi un site web comme ci, comme ça, rajoute-moi dans mon... crée-moi cette page avec ces éléments, inspire-toi de ce site web, revois ce formulaire, rajoute ce champ dans ce formulaire, et finalement, vous n'avez pas besoin de faire du code, c'est lui qui va le faire, le code et tout ça, mais vous êtes pratiquement capable de créer un site web. Alors pour l'instant, c'est encore basique, mais ça préfigure ce que va être sûrement demain notre écosystème, où finalement, peut-être qu'on aura besoin d'un site web, on va dire, allez, je me fais une petite session d'IA et je me crée mon site web très rapidement pour le poser. Donc, c'est quand même assez intéressant d'aller réfléchir à ça. Et je vous invite à aller regarder, parce que là, vous avez aujourd'hui le dernier 3,5 Sonnet, ça c'est la dernière IA de comment ça s'appelle j'ai perdu le nom. Enfin, qui est vraiment intéressante, Sonnet. D'Anthropic, c'est ça, qui a vraiment de Claude, ouais, pardon, excusez-moi, qui est vraiment intéressant à tester parce que je trouve qu'en termes de qualité, c'est assez bluffant. Si on enchaîne, ça c'était les IA génératives existantes. Après, on a les IA qui vont s'intégrer dans vos applications. Donc c'est ça, c'est vos applications métiers. Là, elles sont ceux qui font du graphisme, ça va être Photoshop. Ceux qui ont la suite Microsoft, il y a Copilot. Moi, il y a encore du boulot à faire de leur côté. Mais si on prend Zoom, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais bon, là, on n'est pas sur Zoom aujourd'hui, mais vous prenez Zoom, vous avez un compagnon IA, vous démarrez, et juste quand vous avez fini votre session et l'enregistrement de votre session, il vous envoie un résumé avec tout ce qui a été dit, et puis les décisions qui ont été prises. Donc ça, vous voyez, vous n'avez même plus à faire, vous n'avez pas besoin d'avoir
un travail d'analyse, c'est lui qui va vous l'envoyer par mail directement à la sortie. Et bien sûr, la suite Google avec Gemini qui peut intégrer aussi l'IA dans vos applicatifs. Donc, bien comprendre aussi que vous pouvez travailler avec les IA génératives, mais en même temps, elles s'intègrent dans votre écosystème et être vigilant, regarder comment elle va vous simplifier la vie à ce niveau-là. Et c'est plus facile peut-être pour vous aussi de l'utiliser comme ça. Si on enchaîne, voilà, on va voir en fait, c'est quoi les enjeux côté client? En fait, les enjeux côté client, parce que c'est ça qui va changer beaucoup et qui va nous obliger à changer, c'est vraiment la personnalisation très poussée de l'expérience de voyage. Hein, donc là, on va être vraiment dans une amélioration globale des services. On va être beaucoup dans une bascule d'une assistance pratiquement en temps réel. Avec de la recommandation, lorsqu'on pousse déjà beaucoup, par exemple dans les offices du tourisme, un conscient séjour, c'est de la recommandation. Là, on est en train de l'avoir avec une machine en face qui est capable de nous le faire, avec de la traduction, avec de la communication, et puis avec, par exemple, aussi la multimodalité, c'est-à-dire la capacité de se déplacer de plusieurs usages de manière intelligente. Donc là, l'organisation du voyage qui va se faire de manière plus fluide. Et ça va progresser de manière exponentielle, avec une attente de plus en plus poussée du client, justement sur la qualité de l'expérience. Donc ça devrait améliorer l'expérience. C'est pour ça que l'expérience, elle est hyper importante à intégrer dans tout le processus de l'intelligence artificielle, dans le tourisme, je parle. Si on enchaîne, j'ai fait un petit focus. Voilà, un point quand même sur ce qui va changer beaucoup là, c'est la transformation de la recherche. En fait, les moteurs de recherche vont disparaître. Aujourd'hui, on va être plutôt sur un moteur de réponse. Ça, c'est Google SGE qui est déjà en place aux États-Unis, qui va se développer d'ici la fin de l'année chez nous, où finalement, vous avez plus, c'est pas à vous poser une question, mais en fait, vous allez avoir tout de suite la synthèse faite par Google de ce qu'il a récupéré dans les principales sources des meilleurs résultats de sa SERP, le résultat de Google, et il vous met les sources à droite, il vous met les réponses structurées en dessous, et il vous dit, voilà, à partir de tout ce que j'ai récupéré, voilà ce que je peux vous apporter comme réponse. Ça veut dire que le trafic de vos sites web, préparez-vous, ils vont chuter parce que la plupart des gens, ils vont pas aller voir vos sites web, ils vont tout simplement récupérer la réponse, ce qu'on appelait la position 0 de Google ici. Mais encore que là, quand je vous parlais de Perplexity, moi aujourd'hui, j'utilise pratiquement plus Google, je suis sur Perplexity qui fait ça systématiquement, qui va chercher 5, 10 sites internet, qui me fait la meilleure réponse à partir de tout ce qu'il a trouvé en termes de données dans ces sites web. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'hyper important et de fort. Dans la façon dont vous allez évoluer à assez court terme, je pense. Si on enchaîne, voilà. Alors après, l'autre chose vraiment clé pour nous, c'est le chatbot, en fait. Alors, le chatbot, là, je vous en ai mis un, c'est une assistance 24/24, 7 jours sur 7. Donc là, c'est quand même assez intéressant pour la réponse aux clients. Et je vous ai mis l'exemple de ChatGPT en mode mobile, l'application, où là, vous allez sur ChatGPT et vous parlez comme vous parleriez à quelqu'un. Vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur quelque chose. Une fois que la conversation a démarré, vous la coupez, vous échangez. Allez, fais-moi un itinéraire. Il me reste 2 heures là pour visiter Paris. Je suis à côté des Champs-Élysées. Qu'est-ce que propose-moi un itinéraire? Ah non, mais je voudrais plutôt ça. Tiens, je vais y aller avec ma fille qui a 11 ans. En fait, vous allez avoir une vraie discussion et ça, c'est déjà une réalité. D'accord? Donc, et ça fonctionne. Et après, une fois que vous avez fini, votre conversation, elle est stockée dans l'application. Donc, ça veut dire que vous continuez, vous regardez, vous pouvez revenir, lui reposer des questions, continuer votre conversation. Mais en fait, on a un véritable assistant personnel qui va vous guider dans votre expérience. On l'a aussi avec Google. Et là, je vous le montre comme ça, parce que souvent, Google le fait aussi. Alors, moins direct en termes de conversation, mais par contre, il intègre les photos et tout ça. Donc, il vous met les références. Vous pouvez après aller cliquer sur le site web, voir si vous avez besoin. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu cette approche-là. Si on enchaîne encore, il y a une chose par rapport à ce que je viens de vous montrer qui est fondamentale et qu'il faut comprendre dans votre évolution. C'est qu'on arrive dans une nouvelle ère. On en a parlé longtemps, oui, la donnée, c'est important. Moi, je vous parlais de Serre Chevalier. Nous, on a travaillé longtemps sur des cas d'usage dans Serre Chevalier, dans la station, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, Serre Chevalier, il n'était pas propriétaire de sa donnée. D'accord, c'était la Compagnie des Alpes qui l'avait, ils n'avaient pas la donnée. En fait, on pouvait faire tous les schémas qu'on voulait. On n'a jamais pu mettre réellement en place ce qu'on avait pensé en termes d'IA parce qu'on n'avait pas cette donnée-là. Donc, c'est vraiment important aujourd'hui que vous ayez la donnée, que vous puissiez, avec cette donnée, enrichir l'expérience client. Il faut savoir la capter. La capter, ça veut dire humainement.
Hop, voilà. Il faut savoir aussi l'enrichir, aller beaucoup plus loin de ce qu'on a aujourd'hui sur l'offre, mais aussi sur la clientèle. Il faut savoir les croiser. Donc ça, c'est tout un enjeu, par exemple, des SIT, la connaissance client. Et puis, il y aura la donnée chaude et la donnée froide. La donnée froide, c'est de dire, oui, ben, je prends un exemple concret. Je vais rentrer, je vais à tel endroit. Tiens, il y a un parking au centre-ville. Ça, c'est la donnée froide. Le parking, il va pas bouger. Par contre, de savoir s'il y a de la place pour ma voiture dans le parking, ça, c'est de la donnée chaude. Et savoir si est-ce que je m'engage, moi, dans le centre-ville pour aller dans le parking parce que j'ai une place qui va être réservée, elle est disponible, ben ça, c'est l'enjeu de demain. Et mon expérience à moi, elle n'est pas du tout pareille si je reste à l'extérieur de la ville ou si je me rentre et que je me gare au parking et que j'ai une place qui est réservée. Alors, si la donnée, elle n'est pas fiable, j'arrive au parking, je croyais avoir une place réservée, elle n'est pas réservée, je suis obligé de faire demi-tour, je perds 2 heures, et là, ça dégrade totalement mon expérience, en fait. Donc, vous comprenez l'enjeu en fait, de capter la donnée, de l'enrichir, de la croiser, pour arriver à avoir, hein, je vous ai fait un petit schéma avec un moteur, ça c'est l'IA, et derrière, à partir de ces deux données, on peut faire plein de choses, chercher, converser, synthétiser, conduire, écrire, reconnaître, traduire, parler, dessiner, on peut faire vraiment plein d'activités, on va le voir un petit peu plus loin. On enchaîne. Voilà, alors maintenant, côté business, une fois qu'on a cette interface-là où on arrive à dessiner à peu près ce que c'est, ben, il est évident que vous, en tant que professionnel, vous avez tout simplement l'obligation de vous adapter à cet écosystème qui va totalement se redessiner avec ses usages clients et surtout avec une logique concurrentielle qui va être là et qui va aussi apporter de nouveaux services, se servir de l'intelligence artificielle pour ça. Et il va falloir peut-être générer des nouvelles idées et ça va jouer directement sur vos avantages concurrentiels, sur vos atouts concurrentiels. Il va falloir le faire en gagnant en rendement parce que si vous restez toujours au rendement, imaginez à 3-5 ans, moi je prends toujours l'exemple, hein, si ceux qui feraient encore aujourd'hui du tourisme sans un micro-ordinateur, je vois pas comment ils s'en sortiraient aujourd'hui. Bah, demain, ça va être la même chose. Donc on est obligé de faire avec l'intelligence artificielle tout simplement pour rester au niveau et suivre le rendement global qu'on va avoir dans les années qui viennent mais tout ça avec aussi valeurs et éthiques qui me paraissent totalement incontournables. Alors pour ça, moi j'ai pris un petit assistant, c'est ça, c'est que finalement vous allez vivre aujourd'hui avec un assistant personnel, c'est un autre moi de Benoît, d'accord, c'est mon assistant de cerveau. Lui, mais la seule chose, c'est qu'il a lu, lui, 50 millions de livres, pardon, qu'il les a en mémoire et qu'il est capable de me les ressortir quand j'ai envie, quand j'ai un problème et tout ça. Donc, si je veux faire une stratégie à droite à gauche, il peut commencer à me poser tous les éléments clés pour me faire cette stratégie. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant et qu'on va avoir continuellement. Et il va falloir qu'on apprenne à travailler avec tout simplement notre petit assistant, quoi. Alors, en enchaînant, on va voir en fait que au niveau professionnel, là, j'ai fait une petite liste limitée, mais elle est assez longue quand même. On va gagner en rapidité, en autonomie, en créativité, en efficacité aussi. On va avoir sûrement des nouvelles idées parce qu'on pourra lui demander tout ça, et puis ça va susciter chez nous aussi notre cerveau avec des nouveaux outils de recherche. Et là, si je passe un petit peu en revue, création, amélioration de contenu, texte et médias, alors ça c'est à l'appel. Personnalisation de toute l'offre du contenu parce que vous allez avoir une connaissance très fine du client et vous pouvez demander à l'IA de vous adapter votre offre par rapport justement à ce type de client, à ce type de client. Ça veut dire que toutes vos notes, j'en ai déjà parlé, les courriers, les comptes rendus, vous pouvez aussi vous faire aider et arrêter de perdre du temps là-dessus. Il faudra juste relire et apprendre à bien relire et voir s'il vous raconte pas trop de bêtises, faire des synthèses, des analyses. Toute la stratégie de visibilité peut se faire aussi assez facilement aujourd'hui. On fait de l'audit SEO avec de l'IA, éditorial aussi. On voit aussi les réponses aux commentaires, aux avis. Toute l'appréhension de tous les avis que vous avez sur un territoire ou sur une entreprise que vous pouvez analyser de manière très rapide, qui est tout simplement le ressenti expérientiel du client quand même. Donc c'est une donnée extrêmement riche qu'il faut falloir exploiter beaucoup plus facilement. Quand vous avez des milliers d'avis, c'était dur avant. Là aujourd'hui, vous faites très facilement. Après, je vais aller très vite. Planification de projets, de campagnes, de stratégies, les campagnes multicanales, tout ce qui est en fait beaucoup de données, le big data, vous pouvez le travailler, essayer de le faire parler, récupérer en fait de l'info qui va vous servir dans la gestion. J'ai pris un petit focus peut-être RH, les fiches de poste, les annonces. Si vous voulez faire une campagne de recrutement, comment vous pouvez demander à l'IA de vous le faire. En tout cas, ça sera une base pour ça. Des cahiers des charges, des appels d'offres, l'analyse juridique à vérifier bien sûr tout le temps. La créativité avec des idées et bien d'autres, là je laisse filer. Ça veut dire que là vraiment on arrive à un monde où on peut faire beaucoup de choses. Si on enchaîne sur la prochaine, on peut s'en servir partout ou presque, d'accord. Il faut juste à un moment donné, je vais enchaîner encore. Je vous ai mis 2 exemples là-dessus, juste vous montrer comment je crée un personnage, donc un personnage fictif.
Je dis à l'IA, bah, crée-moi un personnage qui s'appelle à gauche la Camille et Aubin, donc qui sont un jeune couple sans enfant. Et puis dans un deuxième temps, je peux dialoguer directement avec mon client fictif. Et puis je lui demande quelles sont les 10 pages web qui pourraient t'intéresser pour venir en Sologne. D'accord? Et là, lui, il va me mettre les différents types de pages. Et ben après, moi, je peux retravailler encore avec l'IA des pages, rédiger des pages, tout ça, avec du contenu totalement adapté à ce type de clientèle, avec qui, si j'ai un doute, je peux le réinterroger régulièrement. Donc en fait, avec un bon prompt aujourd'hui, même avec des petits robots, vous pouvez avoir vos clients types sous la main entre guillemets, et quand vous avez un doute ou quand vous voulez avoir des idées, vous lui posez des questions. Donc ça, c'est la première exemple. J'en ai pas mis 3 tonnes. Autre exemple plutôt côté visuel, vous avez une belle photo, c'était une photo peut-être de souvenir, vous voulez pas que la personne soit là, vous voulez l'enlever. Bah écoutez, voilà, avant, après. À la limite, vous voulez changer le format, vous voulez élargir, pareil, c'est très facile aujourd'hui. L'IA peut presque inventer ce qu'il y a autour de la photo et vous faire une photo 16:9 au lieu d'être en vertical, donc en mode paysage. Voilà. En enchaînant, alors comment on fait tout ça? Ben, pour arriver à faire tout ça, il faut savoir donner la bonne instruction à l'IA ou alors elle est intégrée directement dans les applications tierces. Donc, ça veut dire qu'on va tous développer une façon de travailler le prompt. C'est de l'ingénierie du prompt où c'est une vraie tournure d'esprit. C'est un travail qu'on travaille beaucoup justement quand on fait de la formation et qui me paraît vraiment fondamental pour l'avenir. Donc après, tout ça, vous l'avez dit au départ et je reviens sur la slide d'après. C'est vraiment important de comprendre que l'IA va pas tout faire. C'est pas la baguette magique, l'IA. Mais l'IA, c'est plus vous allez utiliser votre cerveau, plus vous allez en tirer quelque chose d'intéressant. Si vous n'utilisez pas votre cerveau, vous lui posez une question de base, il vous répondra avec une question de base et vous aurez pas grand chose. Par contre, si vous travaillez vraiment l'hybridation, cerveau humain et intelligence artificielle, alors là, on peut aller très loin. Et il faut savoir aussi à un moment donné s'arrêter, de dire bon, c'est bon, là j'ai un bon lancement. J'ai les éléments et ça va aller plus vite de travailler avec mon cerveau que de redemander encore à l'IA d'aller plus loin, sachant que je vais l'analyser qu'un soir, après je vais perdre un peu la matière et tout ça. Voilà. Enfin, en conclusion, les enjeux, c'est quoi? Pour synthétiser tout ça, c'est, je pense, vraiment important de se repositionner stratégiquement en regardant où se crée la valeur pour vous dans un nouveau écosystème qui va être vraiment un changement de paradigme, une véritable évolution. Il va falloir que maîtriser quand même ces nouveaux outils, parce que si vous les maîtrisez pas, bah, vous n'allez pas aller bien loin. Donc, et ça va bouleverser vos pratiques, vous allez gagner du temps, ça va sûrement redistribuer des missions, des tâches et des missions. Sûrement, peut-être, on parle des consciences et joies. Consciences et joies, il va falloir aussi qu'ils aillent chercher de la donnée, sûrement, et pas que faire du renseignement. Et puis, redéfinir nos pratiques professionnelles totalement au quotidien. Voilà, c'était en fait, bon, une dizaine de minutes, c'est assez court, enfin une quinzaine, je pense. Mais je reste, s'il y a des questions disponibles pour y répondre. Merci beaucoup, Benoît. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat et on pourra y répondre au fur et à mesure. Sachant que, du coup, suite à ce webinaire, vous aurez également les contacts de Benoît pour le contacter post-webinaire. L'importance aussi, avec votre témoignage, hein, Benoît, de se former à tous ces outils. Et donc, peut-être, voilà, pouvons-nous rappeler aussi que Atout France organise des formations prodiguées par Benoît sur tous ces sujets-là pour permettre aux acteurs du tourisme d'appréhender ces technologies à bon escient. Parce qu'on a vu aussi tout l'enjeu de sécurité, de souveraineté des données, et puis les enjeux d'éthique, puisqu'il y a quand même aussi beaucoup de fake, beaucoup d'arnaques hein, maintenant avec l'IA qui sont de plus en plus facilitées. Donc c'est important d'être aussi prudent et de savoir reconnaître voilà, les informations utiles. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Benoît, quel est selon toi le meilleur IA pour la traduction en anglais et espagnol? C'est une question de Sabine Brosse. Bon, moi, je pense que ChatGPT est très bon là-dedans, hein, mais là, exactement sur ce type de détails-là, je pourrais pas le lire. Après, il faut les tester et regarder ces caméras. J'ai pas fait un test spécifique là-dessus. Très bien. J'ai vu qu'il y avait une question sur pourquoi en fait nos sites web vont plus être visibles. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose ou de moins. Pourquoi vous allez perdre en visibilité. Donc, en fait, à partir du moment où l'internaute va arriver et il va poser une question et qu'on va lui apporter les réponses tout de suite, bah, la plupart du temps, il va pas aller cliquer
sur le site web pour aller voir, sauf si pour vérifier. Mais en fait, à partir du moment, c'était déjà le cas avec la position 0 sur Google, où des fois, il vous apporte la première solution. Est-ce que vous allez rentrer dans le site web? Donc là, on ne sait pas exactement comment ça va être, hein. Il y a des stats, là, il y a des gens qui disent c'est 20%, il y a des gens qui disent c'est 60%. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que comme vous êtes, là, je pense que je vous montrais dans Google SGE, il vous apporte une réponse, la synthèse de tout ce qu'il a trouvé. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire, mais il vous suggère la question d'après. Donc en fait, il fait en sorte que vous restiez dans la conversation et pas obligatoirement que vous allez visiter un site web. Et c'est ça qui fait que et Perplexity le fait très bien. Et quand vous utilisez Perplexity, moi je vais visiter le site web pour être sûr de la source en fait. C'est surtout ça, la fiabilité de la source. Mais après, par contre, la réponse, je l'ai directement dans la conversation, donc j'ai plus besoin d'aller visiter le site web, si ce n'est peut-être en tourisme pour pouvoir m'immerger avec l'iconographie dans une expérience avec du full screen. Là, ça peut être intéressant. J'ai une question liée à ça, parce que du coup, actuellement, quand on fait des recherches Google, il y a des entreprises qui payent un certain montant pour que leur site web apparaisse dans les premiers résultats. Est-ce que ce serait le cas aussi en tant que moteur de réponse? Est-ce que du coup, des entreprises peuvent payer pour que leur site web arrive quand même dans les premières réponses proposées par Google SGE? Alors, là, c'est une bonne question parce que c'est vraiment Moi, je pense qu'aujourd'hui, Google, ils sont un peu mal des fois. Enfin, je suis un peu prétentieux de dire ça, hein, mais en fait, la question, ils ont quand même un modèle économique qui est déjà posé avec beaucoup de publicité et tout ça. La vraie question, c'est quand vous allez sur Perplexity, par exemple, il n'y a pas de publicité. D'accord? C'est plutôt un abonnement si vous l'avez. Donc, eux, ils n'ont pas cette contrainte-là. Google en a une, c'est de garder tout simplement son business model. Donc, et donc, pour l'instant, ils sont en train de travailler ça. Et il y a une autre réponse, c'est Bing. Bing, en fait, qui est aussi un moteur de recherche. Et quand on voit Bing travaille déjà comme ça, quand vous interrogez Bing, il vous fait des réponses et vous voyez que vous commencez à avoir de la pub entre les résultats et, par exemple, la barre de conversationnel. Donc, ils essayent de voir comment ils peuvent intégrer. Vous inquiétez pas, ils trouveront toujours un moyen d'intégrer de la publicité. Mais peut-être que là, la vraie question, c'est est-ce que Google va encore garder pendant longtemps son leadership à ce niveau-là? Alors, les habitudes des usagers, c'est quand même 95% Google aujourd'hui. Ça commence à diminuer et quand on voit tous les experts SEO intègrent aussi cette logique-là, comme on le voit aussi sur les réseaux sociaux, ainsi de suite, on voit que sûrement la logique de la visibilité va changer dans les années qui viennent. D'accord, merci. Alors, nous avons, donc on va vous mettre dans le chat des contacts pour les formations à tout France. C'est Isabelle Chevassu et Christelle Leroy au sein de l'équipe qui organisent tout ça et qui vous communiqueront les dates des prochaines sessions. Il y a des sessions en visio, en présentiel, en inter, en intra. On fait aussi du sur-mesure avec des intervenants vraiment experts dans le tourisme et des nouvelles des technologies, etc. Donc, on va vous donner tous les contacts. Un outil serait alors créé pour savoir combien de fois les IA viennent chercher l'info sur notre site pour compenser la perte de visibilité sur les sites web. Pour l'instant, j'en ai pas connaissance. D'accord. Par contre, je peux me permettre de rebondir. Ce qui est important, c'est de savoir si vous êtes dans les sources de l'IA. Tout l'enjeu demain, c'est de regarder si, quand vous interrogez comme ça l'IA, souvent, elle donne les sources, d'accord? Elle construit sa réponse en donnant les sources. La question, c'est est-ce que vous apparaissez dans les sources? Et je prends un exemple avec un office qu'on a fait la formation il n'y a pas longtemps. C'était marrant parce qu'en fait, il apparaissait pas dans un premier niveau de source, et puis oui, dans un deuxième. Donc là, on est un peu au départ aussi, hein. Mais si vous avez envie de faire passer les informations clés de votre destination, en fait, il va falloir être vigilant sur est-ce que l'IA le capte. D'accord? Et ça veut dire aussi de mettre un des enjeux futurs pour les destinations, c'est d'enrichir complètement l'offre pour que tout simplement l'IA puisse se nourrir de ces données d'offres touristiques, quoi. C'est-à-dire que là, les enjeux, c'est de se recentrer peut-être aussi beaucoup sur l'offre touristique pour avoir un maximum de diversité, parce que lui, il ira chercher où il y a de l'offre. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va peut-être enchaîner. Alors, est-ce qu'il y a des outils de compte-rendu sur Teams? Alors, sur Teams, je ne sais pas. Et j'ai vu qu'il y avait une autre question. Il y a Fathom aussi. Alors, moi, sur Teams, on peut utiliser Fathom, qui est un outil de vidéo
d'enregistrement de vidéo qui vous permet aussi j'utilise depuis un moment, qui est vachement bien, FATHOM. Et D'accord. quelqu'un qui pose la question, est-ce que Zoom c'est gratuit? Bah, moi en tout cas j'ai un Zoom payant, mais bon, abonnement à l'année, et il est dedans sans prendre d'option. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Mhm. Super, un grand merci. On va passer à Du Patrimoine coup, Tour. on va accueillir Benoît Mirambeau, qui est le fondateur de Patrimoine Tour, qui va du coup nous présenter comment il met l'intelligence artificielle au service des acteurs locaux pour mettre en valeur leur patrimoine et pour aider en fait les touristes à obtenir du coup les réponses à leurs interrogations. Merci Maëlys, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je me suis rendu compte en fait que l'intelligence artificielle était très riche de connaissances, mais de la connaissance qu'on trouve sur Internet. Et en fait, dans nos villages, moi je suis d'un petit village, Saint-Justin et Moirax, bon, j'ai 2 villages, il y a beaucoup de richesses, mais qui ne sont connues que des villageois. Et donc, j'ai voulu faire un pont entre les deux, et en mettant aussi l'intelligence artificielle au service et des touristes pour se diriger plus facilement avec des questions prédéfinies ou des conversations, mais aussi pour les villages, pour les offices de tourisme, pour qu'ils puissent constituer leur fiche de visite. Voilà. Donc, en fait, avec Patrimoine Tour, les villages racontent leur histoire. On peut passer au slide suivant. Donc, le principe, c'est de base, pour les richesses du village non connues par l'IA, c'est de positionner, de créer des fiches pour raconter les histoires du nom d'une rue, d'une œuvre, d'un monument, et on va positionner un QR code dans une église. Par exemple, là, vous avez un QR code dans le prieuré de Moirax, vous avez aussi des QR codes dans la cour de ce prieuré. Dans le slide suivant, vous allez avoir des QR codes sur des murs dans un cimetière parce qu'il y a une personne importante du village qui a été enterrée là. Vous avez un lavoir au fond. Bon, voilà. Donc l'idée, elle est vraiment de faire visiter les richesses du village. Tout ça, c'est géolocalisé et ça va créer d'ailleurs des statistiques pour que vous puissiez les utiliser plus tard. Dans le slide suivant, comment le promeneur va découvrir donc les histoires? Eh bien, c'est très simple. Avec l'application iOS ou Android, il va pouvoir scanner le QR code ou se diriger vers des QR codes grâce à son GPS, puisque tous les QR codes sont géolocalisés sur tout le territoire, pas que le village, ça peut être sur une communauté commune, un département. Et en scannant ce QR code, tout simplement, il aura accès à l'histoire. Attention, très important, on a beaucoup de touristes étrangers. Donc, pourquoi ne pas profiter justement des traducteurs de Google ou de ChatGPT? Ici, il y a c'est ChatGPT 4o, la dernière qui est sortie. Donc, l'application est en 50 langues et toutes les fiches qui vont être créées seront traduites elles-mêmes en 50 langues. L'application va se mettre toute seule dans la langue du mobile, évidemment. Malgré tout, j'ai voulu garder la fonctionnalité de changer de langue parce qu'on peut imaginer un petit-fils je sais pas moi, un grand-parent portugais, par exemple, qui vient en France, qui ne parle pas le portugais, et qui n'est pas très geek avec les nouvelles technologies. Alors, c'est le petit-fils qui va changer la langue de son téléphone, le mettre en portugais, par exemple, et qui va scanner le QR code, donnant accès, si la personne, le grand-parent en plus a du mal à lire, il fait un audio guide en 50 langues, accès à des illustrations en illimité, à des vidéos et à des enregistrements audio. Tout ça, c'est compris effectivement dans l'application par QR code. Dans le slide suivant, donc on voit bien ces 50 langues, c'est Patrimoine Tour qui traduit tout. Donc l'application est en 50 langues et les fiches sont traduites par Patrimoine Tour en 50 langues par l'IA de Google. Dans le slide suivant, donc là on arrive à l'IA dans l'usage du visiteur. Il y a aussi l'IA dans l'usage du créateur de la fiche. Mais dans l'usage du visiteur, le but c'était quoi? Le but c'était, par exemple, il peut avoir besoin de créer son voyage. Donc créer sa visite dans un secteur donné ou dans 2 ou 3 villes ou durant un temps donné. Donc il y a une question prédéfinie qui est propose-moi un planning de visite selon mes dates
des musées de Bordeaux pendant 3 jours. Eh bien, l'IA va lui proposer les musées majeurs de Bordeaux et le planning pendant ces 3 jours. Ça peut être la même chose pour visiter un département. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir répondre à d'autres questions du village. On ne peut pas avoir dans le village des réponses à toutes les questions, parce qu'on n'a pas la connaissance de tout, il faudrait tout saisir, c'est pas possible, ça existe déjà. Donc je vais par exemple demander à l'IA, à Moirax, à mon village, à Moirax et autour de Moirax, quel est le patrimoine à visiter? Quels sont les sites religieux à visiter? Je peux aller plus loin, je peux même lui demander quels sont les circuits pédestres, quelles sont les spécificités culinaires. Voilà, ça ce sont des questions qui sont prédéfinies en 50 langues, mais je peux aussi le faire en amont de ma visite. Donc, pour les questions de Moirax, je suis à Moirax, je me pose des questions, je suis géolocalisé, je réponds à ces questions. Demain, je vais à Moirax. Donc, aujourd'hui, je dis à l'IA, je pars à Moirax demain, 47 310. Quels sont les patrimoines à visiter? Et là, elle vous prépare la visite de demain. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. Et quand j'y suis, je vais approfondir ma visite grâce à ces QR codes, à ces fiches de visite que l'Office de tourisme, la ville, le village, le département auront créées. Et je peux aussi carrément converser sans passer par les questions prédéfinies. J'ai mis des questions prédéfinies, c'est plus simple pour ceux qui ne sont pas geeks, puisque les prompts sont déjà prêts. Mais pour ceux qui veulent converser avec d'autres questions qui ne sont pas prévues, eh bien à ce moment-là, il écrit comme un texte, comme ce que vient de dire Benoît, pas forcément un prompt précis, mais pour les réponses qui seront apportées, ce sera déjà un bon début. Par rapport à la création des fiches, là, l'IA va vous aider à justement créer ces fiches d'histoire. Et toutes ces fiches, donc vous avez peut-être déjà des fiches. Pour les créer, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de les réécrire. Vous les avez en Word, vous les avez en PDF, vous les avez déjà dans un livre. Il suffit de les importer dans Patrimoine Tour et la fiche est créée. Donc on ne réécrit pas la fiche. Maintenant, si on veut l'améliorer, peut-être situer le monument dans l'histoire de l'époque, à ce moment-là, on va demander à l'IA justement d'écrire toute la localisation historique de ce patrimoine ou de son développement à cette époque-là, par exemple. Donc là, effectivement, toutes les fiches de visite sont géolocalisées. C'est très facile de se déplacer avec son GPS. Ça permet aussi à ceux qui n'ont pas le temps de sélectionner ceux qui veulent voir et ceux qui ne veulent pas voir, sachant que tout ça va remonter à la ville, toutes ces statistiques, et à l'Office du tourisme. Dans le slide suivant, ce qui est bien avec l'IA, comme avec Patrimoine Tour, c'est que le responsable du tourisme local est zen, puisqu'il n'a à s'occuper de rien une fois que les fiches sont posées dans Patrimoine Tour. Il n'y a pas d'entretien, puisqu'il n'y a pas de maintenance et aucune mise à jour. Tout est sur serveur. Malgré que tout soit sur serveur, ces fiches sont consultables en zone blanche, puisqu'on peut les télécharger dans le mobile. C'est très intéressant pour des villages ou des monuments, des villages qui sont dans des zones blanches, justement. C'est très intéressant quand on va faire des circuits pédestres et c'est forcément très intéressant quand on va visiter des caves, des catacombes, etc., puisqu'on va pouvoir avoir accès aux fiches en 50 langues sans être connecté. Par contre, évidemment, on n'a pas accès à l'IA, puisque l'IA, ce sont des serveurs Internet qui répondent aux questions qu'on leur pose. Donc, en zone blanche, je n'ai pas accès. Là, dans la slide suivante, donc, intéressant aussi avec Patrimoine Tour, c'est qu'on va mettre en valeur les hôtels, les restaurants, les commerces du village et aux alentours, dans un périmètre qu'on aura choisi. Donc, quelqu'un qui prépare sa visite dans une ville, dans un village, dans un département, il veut dormir à un certain endroit, eh bien, il va demander quelles sont les disponibilités d'hôtels, de châteaux privés, etc. Puisqu'en fait, les châteaux privés peuvent aussi utiliser Patrimoine Tour pour faire visiter leur patrimoine. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport au restaurant. On est dans un endroit, un village qui n'a pas de restaurant. Eh bien, on pose à Patrimoine Tour, trouve-moi un restaurant à moins de 10 km, et il le trouve. Et il y a aussi un site e-commerce.
En fait, il y en a deux. Un site e-commerce où on va vendre des produits dérivés. C'est optionnel, c'est pas obligé, mais ça peut donner un impact particulier à la ville ou au château privé d'ailleurs, hein, puisque dans les produits dérivés, il peut y avoir des albums. Donc un château privé peut très bien vendre des albums photos. Attention, il n'y a pas besoin de les acheter par avance. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que chaque album, chaque t-shirt, chaque mug est produit à la demande. Et donc, ça permet de ne pas gérer de stock. Et s'il a ses propres produits dérivés, on peut aussi carrément, je peux aussi lui proposer son propre site e-commerce. Tout ça, c'est valable aussi, et je dérive tout ça pour les musées locaux, des petits musées qui quand même voient 25 000, 30 000, 35 000 visiteurs, peuvent avoir leur propre application identique à Patrimoine Tour. Dans le slide suivant, donc les bénéfices pour le territoire, même en zone blanche, évidemment, c'est que le patrimoine des villes est enfin expliqué et partagé au plus grand nombre, en 50 langues. La simplicité de mise en œuvre immédiate et personnalisée. La modernisation des visites, des rues, des œuvres et des monuments, avec l'IA, toujours très important, puisqu'on va se diriger de plus en plus vers cette solution. La croissance économique de la ville, en lien direct avec les visiteurs. Un coût unique et minime, puisque c'est sous abonnement, je vais vous le montrer après, et une gratuité totale pour les visiteurs. Par contre, la possibilité de générer du chiffre pour le territoire. Et ça, c'est vraiment très important. Les statistiques touristiques enrichies, tout ce qui est fait, tous les scans de QR code sont enregistrés. Alors évidemment, on ne sait pas qui a scanné le QR code et on ne va pas pouvoir taper chez lui, on ne va pas pouvoir lui écrire, on ne va pas pouvoir rien. Le RGPD nous l'interdit, et bien heureusement d'ailleurs. Donc il n'est pas tracé, mais vous allez avoir toutes les remontées. Donc vous allez savoir, par exemple, avant de venir dans votre ville, la veille, il était dans une autre ville, comme il a scanné le QR code, peut-être même que s'il y a un QR code Patrimoine Tour dans un hôtel ou dans un restaurant pour traduire le menu en 50 langues, si le scan, vous allez savoir qu'il est allé dans ce restaurant, et demain, vous saurez où il est. Donc, vous allez, oui, et vous allez savoir aussi la fidélité, donc est-ce qu'il est déjà revenu, d'où il vient, son pays, puisqu'on a la langue du téléphone, peut-être sa ville, mais pas là où il habite évidemment, et est-ce qu'il a cherché à avoir un hôtel, un restaurant, etc. Puisque toutes les recherches dans l'IA remontent elles-mêmes en statistiques. Donc vous savez ce qu'il a intéressé dans la recherche de l'IA. Et ça aussi, c'est vraiment très intéressant pour vous. Pour lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir garder tout en mémoire. C'est-à-dire le visiteur, il scanne un QR code, il va pouvoir envoyer la fiche à des amis, il va pouvoir la garder dans son téléphone, l'imprimer avec son ordinateur, il va pouvoir aussi la remettre en audio guide quand il rentre chez lui sur la table avec ses amis, il va remettre la visite en audio guide. Donc il y a vraiment un lien qui est durable. Bon, là, vous avez les tarifs pour Patrimoine Tour avec cette intelligence artificielle. Donc, pour une commune ou un monument privé, ce que j'appelle un monument privé, ça peut être donc un château privé. Donc, c'est 25 € par mois. Tout ce que je vous ai dit, c'est dedans. Pour une communauté de communes ou un office de tourisme ou un musée, alors là, ça, c'est 1 000 € par an, un nombre de fiches illimité, sachant que pour le musée, je décline carrément l'application à son nom. Et pour un département, ou une association nationale, on pourrait penser au chemin de Compostelle, par exemple, ou des choses comme ça, c'est 3 500 € par an. Voilà. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que toutes les fiches vont se retrouver dans une même application, ce qui fait qu'en fait, vous faites immédiatement partie d'un gros réseau de visites de patrimoine territorial qu'aujourd'hui, on ne trouve pas sur Internet. Alors, vous pouvez mettre aussi celui qu'on trouve sur Internet, mais aujourd'hui, donc vous allez faire partie d'un réseau national ou international, ce que j'espère, puisqu'il y a 50 langues, donc c'est ouvert tout de suite à l'international. Et c'est ça qui est intéressant, parce que pour le visiteur, plus tard, plus c'est riche en fiches de visite, plus il aura le choix. Super. Donc, voilà. J'ai essayé d'être très concis. Merci Benoît pour la présentation de ce formidable outil au service du rayonnement du patrimoine qui devrait, je pense, intéresser beaucoup de nos destinations.
notamment voilà, dans les zones rurales, voilà, pour avoir des guides multilingues et une découverte en temps réel de tous les trésors de nos terroirs. Alors, nous avons une question. Si la collectivité locale ne travaille pas avec Patrimoine Tour, est-il possible pour un hôtel qui n'est pas un château d'utiliser Patrimoine Tour? Alors oui, pourquoi pas, hein, oui, oui, tout à fait. Il peut C'est ouvert à utiliser tous, Patrimoine hein. Tour. Oui, 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 on peut oui, oui, donc souscrire, créer nos QR codes, raconter l'histoire de notre maison, exactement, même si on est un exactement. particulier, en fait. Exactement. Et Super, je le fais aussi d'ailleurs pour les vignobles. J'ai détourné l'application aussi, je le fais d'accord. pour les vignobles pour visiter les caves et savoir déguster un vin avec une IA qui va pouvoir vous accompagner à la dégustation. Bon, ça, c'est pas le sujet, Très mais intéressant. Non, mais on pourra en voilà. reparler, parce on Ouais, prépare le salon Destination Vignoble, hein, qui aura lieu à Angers les 1er et 2 octobre prochains, où l'innovation aussi aura la part belle, et c'est un exemple très intéressant pour développer le no-tourisme, hein, dans les régions viticoles. Un grand merci, Benoît. Et avec puis donc, plaisir. on a vos coordonnées et le QR code. Oui, Donc, n'hésitez pas à contacter Benoît pour une démo plus personnalisée ou répondre aussi à vos besoins spécifiques. On va continuer. Donc, je repasse la parole à Ah, Céline. Séverine. Oui, merci Frédéric. Alors à présent, nous sommes ravis d'accueillir Sébastien Kéranvran et Anne Kerdy. Anne Kerdy, c'est une influenceuse. Elle habite en Bretagne. Elle est suivie par plus de 10 000 followers sur son compte Instagram qui vante les mérites de la Bretagne. Et elle a aussi plusieurs casquettes. Elle est notamment ambassadrice de l'aquarium Océanopolis à Brest. Mais voilà, Anne n'existe pas car il s'agit d'une pure création de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est Sébastien Kéranvran, son concepteur, qui va vous la présenter plus en détail. Je vous laisse la parole, Sébastien. Merci. D'abord, bonjour à tous. Et puis, je vais vous Bonjour. partager donc l'écran pour vous présenter Anne. J'espère qu'il sera en grand directement pour tout le monde. Voilà. C'est bon pour vous? Mhm. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, Anne Cardy, oui, premier personnage entièrement en intelligence artificielle. Je dis entièrement parce que donc physiquement, il n'y a pas de deepfake, c'est pas une personne sur laquelle on met un filtre. Elle a Mhm. donc généré entièrement par intelligence artificielle. Et ces textes et ces réponses sont aussi générés par l'intelligence artificielle. C'est pas moi qui parle à travers Anne, c'est elle qui dit avec son libre arbitre sa façon de présenter la Bretagne, ses différentes réponses et ses différentes interactions. Parce que justement, le but, c'est qu'elle présente la Bretagne d'une façon novatrice, de par sa nature, mais aussi, j'espère, de la façon la plus variée possible. C'est-à-dire que, évidemment, elle parle du tourisme, elle va parler de lieux, d'événements, des lieux plus ou moins connus, justement, parce que le but, c'est pas forcément de montrer non plus ce que tout le monde connaît. Elle va aussi parler d'événements donc emblématiques. En ce moment, c'est les fêtes maritimes à Brest et Douarnenez, l'un des plus gros événements en Bretagne, pour ne pas dire en France, hein. À Brest, par exemple, c'est déjà 600 000 personnes qui sont attendues jusque dimanche. Mais c'est aussi la culture, l'histoire. Elle fait une saga, par exemple, sur les chevaliers de la table ronde. Donc l'intelligence artificielle permet aussi d'illustrer ses propos. Là, c'était un chevalier justement le plus romantique de la table ronde. Mais il y a aussi voilà, d'autres chevaliers qui ont une histoire particulière. Ça permet de mettre en visuel, par exemple, cette scène mythique où Bédiver jette donc les baies dans un lac, etc. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais voilà, le support de la création visuelle de l'intelligence artificielle permet donc d'illustrer les propos. Effectivement, elle est donc ambassadrice d'Oceanopolis Act. Oceanopolis Act, c'est un fonds de dotation pour la préservation des océans, présidé par, on va pas le voir, présidé par Jean-Louis Etienne, qui fête ses 10 ans cette année. Et donc, le but de ce fonds, c'est de fédérer un maximum d'associations qui permettent donc de préserver, d'éduquer sur l'océan, de faire découvrir. Et ils ont trouvé intéressant, de par la ligne éditoriale de Anne,
de la faire entrer donc, dans son cercle des ambassadeurs aux côtés de champions du monde de handball, de grandes personnalités de la Bretagne, et qu'elle fasse aussi donc valoir les événements. Alors là, désolé, ma connexion est très longue, c'est dommage, j'aurais juste voulu vous montrer ici. Ça ne va pas charger. Bon, bah, désolé. Dans le sens où c'est pas que du virtuel, c'est-à-dire que Anne évidemment parle de ces événements, mais moi je me rends sur place donc avec Anne. Donc, le but c'est de parler de ces événements, démocratiser un petit peu aussi ce qui finalement est quelque chose d'universel, c'est-à-dire la préservation des océans qui couvre plus de 70% du globe, mais pas par des messages punitifs. C'est plutôt justement amener à l'océan. Ah, désolé, vraiment la connexion est vraiment très lente. Amener à découvrir l'océan, et finalement, quand on le découvre, on a envie de le protéger. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Où Anne peut aussi s'intégrer dans des événements réalistes. Où ici, c'était donc l'équipe qui a organisé donc une journée historique pour la Bretagne, c'est-à-dire que on a ramassé 1200 kilos de déchets dans la rade de Brest avec pas loin de 800 personnes. Ça n'avait jamais été fait. Et donc voilà, Anne fait partie de ce mouvement parmi une équipe très, très, très motivée et en tout cas vraiment, vraiment efficace. Elle fait aussi partie d'un comité artistique breton, Arcésavel. Je vais juste couper, c'est bon. Arcésavel, c'est une exposition vente qui se passe en ce moment au Parlement de Bretagne, dont le but c'est de fédérer les artistes bretons contemporains et aussi après élargir ces exposants au cercle celtique pour promouvoir la culture, l'art breton, avec ce qui a été déjà fait, mais avec la vision aussi d'artistes du moment. Donc toujours cette idée de transmettre le patrimoine, de ne pas laisser ça en souvenir, mais toujours donc le porter en avant. Et justement, ils ont trouvé intéressant que Anne fasse partie du comité de sélection des artistes, c'est-à-dire que Anne a rejoint un comité de 8 personnalités bretonnes pour sélectionner les artistes qui pouvaient donc intégrer cette exposition. Donc, elle avait ses avis sur les œuvres. C'est pas moi, encore une fois, qui ai choisi. Moi, je n'étais pas d'accord avec elle sur certains de ses choix, mais c'est aussi intéressant justement d'en parler. Comment la machine peut, là pour le coup, sur des critères précis, évaluer l'art. Et elle fait aussi donc de la communication sur cet événement dans les pays donc celtiques, c'est-à-dire évidemment en breton, doublé par Maëlys Princé, qui est donc une professeure de breton, c'est-à-dire donc comme vous l'avez vu dans l'introduction de la vidéo Arcésavel, elle est donc capable de s'exprimer en vidéo, mais tout ce qui est breton, irlandais et écossais, elle n'en est pas capable, mais quelque part tant mieux, ça permet de travailler avec des professionnels de ces langues, et donc elle peut s'exprimer à travers donc, la voix de ces doublures, un peu partout dans le monde, parce qu'elle parle évidemment les langues internationales avec sa voix IA, mais même des langues régionales à travers donc, les personnes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours le travail de l'humain et de la machine ensemble. Dernièrement, donc, comme il a été dit dans la présentation, elle a été sélectionnée pour faire partie des 10 finalistes de Miss IA Monde. Donc aujourd'hui, elle a annoncé qu'elle n'a pas gagné le concours, mais pour moi, de toute façon, elle avait déjà gagné dans le sens où sur 1500 candidatures, elle a été sélectionnée pour faire partie des 10 finalistes. Je l'avais inscrite parce que quand j'ai vu au début concours Miss IA Monde, j'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que Anne, le but, c'est pas on va revenir sur le mot influenceuse parce que pour moi, c'est pas une influenceuse. Le but, c'est de mettre en avant la Bretagne, pas elle. Et ce concours mettait aussi en avant le côté technique, les interactions avec le public et aussi les messages mis en avant. Et c'est justement ça qui a plu aux jurés de ce concours. C'était ces différents messages, ces différents statuts, comme on vient d'en parler. Et donc voilà, elle n'a pas gagné. Alors,
pourra peut-être faire une parenthèse là-dessus, mais la personne qui a gagné, c'est généré par Deepfake. Là, c'est un échange, chacun peut penser un petit peu ce qu'il veut. Mais encore une fois, Anne, je le précise, c'est entièrement du virtuel. Je ne vais pas aller trop long, on était parti sur à peu près 10 minutes. Par contre, évidemment, s'il y a des questions, ça serait pour répondre avec plaisir. Je vais juste terminer en disant donc Anne, c'est l'exemple comme quoi l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain, ni détruit tous les métiers. On en a parlé déjà un petit peu au début. Mais à travers Anne, j'avais des demandes donc d'entreprises, de collectivités pour des réalisations de formation et aussi pour intégrer l'intelligence artificielle au sein de leurs organismes. Et donc, j'ai décidé de créer une agence, donc Adeliad, qui fédère en fait les entreprises compétentes dans l'intelligence artificielle et des formateurs sur toute la France. Donc, ça permet, avec la cinquantaine de personnes au sein d'Adeliad, de former en atelier et en visio sur toute la France sur les sujets d'IA, on va dire, LLM, c'est-à-dire traitement de texte, gestion de données, etc., et aussi visuel, mais aussi donc de réaliser des solutions pour différentes entreprises. Et là, c'est vrai qu'on a un spectre assez large parce qu'avec cette fédération d'entreprises compétentes, on peut faire, donc on a dit, du chatbot, mais aussi de l'agent téléphonique, des galeries virtuelles, des assistants, enfin bref, une palette vraiment large pour justement pas forcément pousser tout le monde à travailler avec l'IA. C'est vrai que moi, je suis plutôt modéré là-dessus parce que ça, je peux mettre une pression qui rajoute justement un petit peu de la peur à cette technologie, mais accompagner plutôt les personnes qui sont curieuses de vouloir soit pour eux-mêmes, tout simplement, commencer un petit peu à développer de la curiosité ou alors à développer le potentiel de leur entreprise. On est capable de suivre donc chacun de façon précise et individualisée. Je donne la parole aux questions. Ça sera un plaisir d'échanger avec vous. J'arrête donc le partage et merci donc de votre attention. Merci Sébastien. Alors effectivement, on a eu des petites questions. La première, c'était du coup notamment à propos de la campagne qui en fait finalement du coup est construite sur du virtuel. Et à côté de ça, on prône l'authenticité du voyage. Du coup, comment on peut allier les deux vraiment? Enfin, c'est un doute C'est très qui intéressant. persiste. C'est vrai que j'espérais justement qu'il y ait cette réponse. J'ai pas voulu faire trop long. Faut savoir que toutes les photos donc, qui sont sur la page d'Anne sont des vraies photos, à la manière justement d'un site internet ou d'un magazine. À chaque fois, Anne demande l'autorisation aux utilisateurs d'Instagram de partager donc les photos pour mettre en avant un lieu. Enfin bref, je vais pas y revenir. Et c'est uniquement quand les personnes donc, autorisent la diffusion de photos. Donc, elle peut partager les photos qui sont déjà donc partagées, réalisées par des professionnels et qui permettent d'illustrer à la manière des sites internet classiques. Je veux juste revenir aussi sur pourquoi un personnage en intelligence artificielle, c'était pour démystifier aussi un petit peu l'IA. Pas pour dire que c'est bien du tout. Anne n'est pas là du tout pour dire qu'elle est belle, que l'IA c'est super et que tout le monde doit utiliser l'IA. Mais c'était pour montrer un exemple. Elle a un peu plus d'1 an maintenant, Anne. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça faisait, voilà, on parlait beaucoup d'IA, mais de façon vraiment négative. Mais aussi, j'entendais beaucoup de monde en parler, mais finalement, qui ne connaissaient pas. Alors, ils entendaient vite fait parler de ChatGPT, mais ils n'avaient pas d'exemple. Ils ne savaient vraiment pas de quoi ils parlaient. Donc, je me suis dit que ce personnage pouvait être intéressant dans le sens où ça montrait un exemple, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On pouvait aimer ou pas l'IA à travers cet exemple de Anne. Je l'aime pas parce que ça, bah, très bien, moi, il y a un exemple où je l'aime, ou en tout cas, je trouve intéressant et puis ça permet aussi de continuer de transmettre, encore une fois, des valeurs, une culture millénaire à travers ce qui se fait de plus novateur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on est passé des livres à la radio, à la télé, à Internet, etc., etc. Maintenant, je pense que l'IA aussi est un vecteur de communication, non pas du tout, encore une fois, pour détruire, pour remplacer quoi que ce soit, mais au contraire, il faut s'en servir pour continuer de diffuser. Je pense que ça restera l'IA, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, un petit peu comme Internet. Donc autant s'en servir pour justement diffuser les messages et continuer le travail de l'humain à travers ce nouveau vecteur. Donc un personnage au service de la sensibilisation. C'est intéressant de voir justement toute l'exigence et tout l'humain qui se cache derrière cette technologie qui a été récompensée évidemment
Alors là, on a une remarque. Pourquoi avoir choisi un avatar réaliste au risque de tomber dans l'écueil de la jeune femme ultra maigre? Alors, réaliste justement pour l'identifier plus facilement. C'est vrai que Anne aurait pu être un scarabée, je dis n'importe quoi, mais à Mm, la manière d'une mascotte, ça aurait pu mm, être un animal, un mhm, objet. mm, mm, Moi, j'ai voulu une humaine de façon à ce que je voulais qu'elle soit interactive, donc pour créer un mm, dialogue humain-machine, machine-humain, peut-être plus naturel. Encore une fois, comme c'est elle mm, qui répond, je trouvais intéressant que les personnes lui écrivent. Et effectivement, c'est vrai que je suis content de l'accueil qu'elle a reçu et du soutien mhm, qu'elle reçoit depuis maintenant plus d'un an. Et les personnes donc, lui parlent, mais à la manière finalement d'un personnage littéraire, cinématographique. C'est-à-dire mm, qu'aujourd'hui, sa nature fait parler parce que c'est IA, c'est nouveau, mais dans 5 ou 10 ans, on n'en parlera même plus. Finalement, aujourd'hui, les dessins animés sont presque plus non plus papier-crayon, et on n'en parle pas, qui sont spécialement mm, digitaux. Et les personnages mm, animés, Anne, ça sera mm. pareil, que sa nature soit IA, plus personne n'en aura rien à faire. Donc c'est pour ça, c'était le côté réaliste pour pouvoir interagir avec elle. Aujourd'hui, évidemment, sa nature fait parler, mais je suis sûr qu'après, on n'en parlera même pas. Ça restera un personnage qu'on connaît tous et qui existe, enfin qu'on connaît tous, je veux dire, les personnages en général, parce que ça fait des centaines d'années que les humains s'attachent à ces personnages imaginaires. Et pardon, et pour revenir sur la femme maigre, je l'ai créé Mm, sur la femme française moyenne, c'est-à-dire de mm, mémoire, je crois, 1 m 58, mm, une corpulence donc moyenne. Alors certains la trouvent maigre, certains trouvent dommage qu'elle soit blanche. Euh, Moi, je trouve qu'en Bretagne, en tout cas, il y a plus de blancs, donc je trouvais que c'était plus cohérent. Ça représente finalement la masse. Évidemment, ça aurait été un personnage asiatique, elle n'aurait pas eu ce visage, etc. Donc non, il n'y a pas eu du tout de volonté de promouvoir même. Alors j'entends des fois un standard de beauté ou autre. Alors moi je suis peut-être naïf, mais un standard de beauté, franchement, je ne le vois pas quand je vois comment la femme est représentée dans les médias ou à la télé. Moi j'en vois de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles. Donc si on devait me dire c'est quoi une femme, enfin me demander c'est quoi une femme, j'en ai aucune idée. Alors évidemment chacun est libre de penser c'est un standard et donc je l'aime pas, comme je disais tout à l'heure, très bien. Et d'autres n'en font pas cas du tout parce que son message n'est pas du tout elle, c'est plutôt donc la Bretagne. Elle est vraiment secondaire. Et oui, dans toute démarche créative, il y a des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc forcément, voilà, vous avez choisi une femme et pas un homme. Bon, bah, il faut aussi accepter que Alors pour une femme c'est comme plutôt ça. qu'un homme, c'est tout simplement technique. C'est-à-dire que ça fait un peu plus d'un an, c'était extrêmement difficile de réaliser un personnage récurrent en intelligence artificielle. C'est-à-dire D'accord. que à chaque fois, on me posait la question, que ce soit médias, personne et tout, parce que tout le monde voulait le faire, personne n'y arrivait. Et c'est aussi pour ça Mm, que Anne, c'est la première. J'ai réussi à trouver une astuce que je garde toujours secret, même si aujourd'hui, on peut créer des personnages récurrents de façon beaucoup plus facile. Et donc, à chaque fois, elle était encore une fois générée de zéro. Et c'était plus difficile de garder une cohérence sur un visage masculin que moi j'estime qui est beaucoup plus figé. C'est-à-dire mhm, qu'une femme, elle peut avoir des nuances parce que Anne, elle est à chaque fois donc de zéro généré. Il faut pas la recommencer, essayer de trouver des points communs entre chacun de ces visages. Donc forcément, il y a des nuances. Et je trouvais qu'une femme mm, aussi a plus de nuances de par le maquillage, de par mhm, l'absence de maquillage aussi, coupe de cheveux, couleur de cheveux, qui est quand même mhm. plus variée plutôt qu'un homme. Donc voilà pourquoi c'est une femme. Est-ce que les followers d'Anne Kerdy savent qu'elle n'est pas réelle? Oui, alors réel, on peut en parler dans le Enfin, sens elle où est pour moi, c'est un réellement personnage technologique, mais qui existe. Harry Potter, est-ce qu'il est réel ou pas? Bref, ça c'est un autre débat. En tout cas, oui, je comprends le sens de la question. Oui, 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 ça c'est tout de suite mis dans sa biographie. Elle le répète très souvent. d'accord. Quand elle a des actualités, c'est-à-dire là, elle a beaucoup d'actualités, c'est-à-dire que ce que j'aime pas, mais les 3 derniers posts et demain encore, ça serait une actualité sur elle, c'est-à-dire que c'est elle qui est mise en avant là, malheureusement. Et donc à chaque fois, elle répète que c'est une IA. Là, le post que je vous ai montré, donc Miss IA, c'était le post d'aujourd'hui. Hier, c'était pour dire qu'elle était présente à un salon justement parce que c'est une IA, les gens vont parler d'IA. Non, elle le Mhm, répète assez souvent et des fois dans ses réponses, c'est je crois qu'aujourd'hui, on lui disait, parce qu'en Bretagne, quelle surprise, il pleut aujourd'hui.
aujourd'hui comme depuis plusieurs semaines. Et donc quelqu'un, je ne sais plus, blague sur un parapluie, etc. Elle commente en rigolant que malgré le fait que ça soit une IA, qu'elle ne sera pas mouillée, elle trouve délicat l'attention, etc. Donc il faut toujours... L'humour, ouais. C'est intéressant, c'est ça le but du jeu. C'est vraiment que les gens savent que c'est une IA, sinon ça n'a pas de sens. Et c'est certainement pas le but de tromper les personnes en faisant croire que c'est une humaine. Très intéressant, merci beaucoup. Alors, on a aussi une remarque, voilà, elle est extrêmement sexualisée. Oh non, on l'a pas sexualisé. Ah non, ça, c'est pas vrai. Après, les points de vue, voilà, chacun est libre d'interpréter selon juste, ouais, bon, ses chacun pense que perceptions. mais sexualisé, Voilà, alors là, on n'est pas là pour juger, mais voilà, en tout cas, c'est très intéressant de vous entendre. Est-ce que vous pensez que ça va devenir généralisé? ça dépendra du public. Moi, là, j'ai pas d'avis là-dessus. Si le public, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, c'est-à-dire beaucoup de monde essaye de faire leur personnage. Il y aura un tri avec le temps, tout simplement. S'il y a l'audience, eh ben, peut-être que ça continuera. S'il n'y a pas d'audience, l'avenir sera restreint, en tout cas pour ce genre de personnage. Je ne pense pas non plus qu'il faut pousser. C'est un équilibre à trouver entre l'offre et la demande. Un équilibre, tout à Ouais, fait. mais j'avais cette question sur est-ce qu'il y a cette volonté que Anne devienne une ambassadrice d'une autre région que la Bretagne à l'avenir? Anne restera sur la Bretagne, ça c'est sûr, mais c'est vrai que j'avais eu des demandes il y a de cela quelques temps pour réaliser donc le même type de personnage pour d'autres régions. D'accord. D'autres questions? Non, c'est bon. Donc, il va être temps de conclure. Un grand merci à vous tous pour la richesse des interventions et des questions. Je pense qu'il y aura d'autres webinaires sur le sujet avec tous ces enjeux d'éthique, de souveraineté, de sécurité aussi des données. Je pense que ça ouvre vraiment l'horizon sur des perspectives passionnantes pour le tourisme et la valorisation des destinations, la prédiction aussi des fréquentations. Un grand merci. Nous allons faire une petite pause estivale après cette belle accélération des webinaires Tourisme Innov depuis le mois de février. Je crois qu'on en a fait 8 ou 9. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous solliciter, à nous contacter si vous souhaitez aussi intervenir, témoigner ou si vous avez des idées aussi de thématiques que nous serions ravis d'aborder de façon collective pour faire avancer les initiatives innovantes et développer les synergies au sein du secteur touristique. Merci à toute l'équipe pour ce beau moment de partage. Et puis, on vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à Merci tous. beaucoup. Merci, au Merci revoir. pour votre invitation et merci à tous pour votre attention. Au revoir. Merci, au revoir.